Bien, bonjour. En ce qui me concerne, comme Romain vous en a informé, je ne vais pas parler d'Arts and Craft, mais en fait, voilà, je vais vous parler un peu de la culture matérielle, donc également de manière synthétique. Mais de quoi s'agit-il et pourquoi la culture matérielle, comme champ de recherche, interroge la création artistique actuelle, contemporaine, plus particulièrement depuis le milieu des années 90, mais comment la culture matérielle également vient interroger Arts and Crafts, son revival, et comment on peut établir des passerelles entre les deux. C'est un questionnement, je n'ai pas les réponses, c'est un séminaire, la réflexion est véritablement ouverte. Alors, vous dire déjà que la culture matérielle, c'est un champ maintenant des sciences humaines qui existe plus particulièrement et qui est très développé en Angleterre et aux États-Unis, donc qui est peu connu en France. Donc c'est la raison pour laquelle ça m'a beaucoup intéressée, puisque précisément je me suis intéressée aux créations artistiques qui créent des rencontres entre art, design, artisanat, mais également beaucoup d'approches de l'objet du quotidien. Et comment on peut aborder ces créations artistiques. Je vous montrerai quelques exemples ensuite pour méditation, pour réflexion. Comment on peut aborder ces créations sans établir des scissions, des catégories qui sont, à mon humble avis, obsolètes entre art, design, artisanat, céramique, poterie, etc. Donc tout ça se rencontre, tout ça se développe. Au milieu des années 90, là encore, il y avait beaucoup d'articles, de catalogues, d'expositions sur art et design. Voilà, tout d'un coup, c'était une entité hybride, on utilisait beaucoup le terme d'hybride, et la question était résolue, sauf que la question n'a pas été résolue parce que voilà, cette part de l'artisanat, notamment de la céramique, du verre, était présente et ne pouvait pas intégrer la problématique art et design. Alors donc la culture matérielle est une traduction donc de material culture qui vient donc de l'Angleterre, des États-Unis, mais également du Canada. Et dire donc qu'au départ, donc avant le milieu des années 90, cette expression était utilisée essentiellement dans le domaine de l'anthropologie et de l'ethnologie pour étudier toute la sphère des objets du quotidien. Donc c'est extrêmement large, dans leur dimension sociétale. Mais en fait, la culture matérielle pour les ethnologues, pour les anthropologues, était donc à l'époque étudiée exclusivement au niveau de la technique, du savoir-faire, mais pas du tout avec une approche, humaine, humaniste, en ce sens qu'on n'étudiait pas les relations que l'être humain, au niveau individuel, sociétal, pouvait établir avec les objets du quotidien. Et puis, ça échappait totalement à la sphère de la création artistique. Donc, dans un deuxième temps, des anthropologues, donc j'ai pris ici un exemple d'un livre qui pour moi a été un apport important au niveau de mes connaissances et de la réflexion, donc un ouvrage de Julien Marie-Pierre et Céline Rosselin, qui sont deux anthropologues, mais français, et qui ont donc ouvert cette approche de la culture matérielle au milieu des années 90 à l'étude des relations humaines avec tous les objets de la sphère du quotidien. Donc cette dimension est très importante. Il retrace dans cet ouvrage, on va dire, l'historique de ce champ des sciences humaines qui est maintenant la culture matérielle, et en montre donc l'évolution. Alors en même temps, les objets du quotidien sont bien évidemment des marqueurs de la société. Donc il y a la dimension politique, sociétale qui interfère, mais également, donc on peut prendre d'autres exemples, la dimension de l'ex-voto. Les ex-voto, sont des objets de la sphère du quotidien. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur la dimension de l'ex-voto. Comment on en parle au milieu des années 90, comment on l'aborde, qu'est-ce qu'on en fait, avec la dimension mémorielle également qui est importante. Il parle également, et ça a beaucoup retenu mon attention, de tout ce qui relève des objets du don, en hommage à l'essai de Marcel Mauss, donc paru en 1924, essai sur le don, qui est réactualisé maintenant par un sociologue, Alain Caillé, dans le cadre d'un collectif de chercheurs qui est le MAUS, M-A-U-2-S, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Donc le terme est important parce que précisément, dans la continuité de Marcel Mauss, mais avec une nouvelle évolution, il pose et revendique
une conception de l'objet du quotidien qui dépasse l'utilitaire, qui aille au-delà de l'utilitaire et donc qui ne soit pas exclusivement, on va dire, productiviste, objet de consommation. Donc ça ouvre dans ce domaine la part également aux affects dans la relation que nous avons avec les objets, donc la dimension mémorielle et beaucoup d'autres approches dont j'ai parlé. La question de l'objet, donc via la culture matérielle, ouvre également à l'objet identitaire. Quelle identité, dans un monde de la mondialisation, on peut établir avec des objets du quotidien. Également la dimension psychanalytique avec l'objet prothèse, dont a déjà parlé Freud à l'époque et qui reste une approche d'actualité. Les objets de culte, les objets rituels qui reviennent également dans notre monde, la relation du fétichisme, les objets transitionnels également, Winnicott, donc en psychanalyse également, très important, et puis également la dimension de la relique. Donc c'est vraiment quelque chose de très ouvert, très riche, et justement, après, il faut, je dirais, circuler, mettre les œuvres en relation avec toutes ces dimensions donc de la culture matérielle qui sont très importantes. Préciser également que ces auteurs dépassent complètement donc, des approches évidemment intéressantes à une époque, mais restrictives, comme l'ouvrage Le système des objets de Jean Baudrillard en 1968, ou encore L'invention du quotidien de Michel de Certeau, donc extrêmement important, mais très balisé, et donc de fait laisse de côté cette dimension-là. Alors par rapport à la recherche, il y a maintenant des centres de recherche depuis le milieu des années 90, donc qui apparaissent tous. Donc le Center for Material Culture Studies, qui est rattaché à l'université de Delaware aux États-Unis, qui est très actif et donc qui fait collaborer des artistes, des créateurs, chercheurs ensemble pour développer donc cette dimension. Donc ça c'est on va dire entre guillemets le logo du centre. Donc vous voyez que ça touche toutes ces sphères, le design textile, la mode, mais appréhendé aussi en termes de vêtements, de relation de l'objet du quotidien à l'être humain, et puis donc toutes les autres sphères dont j'ai également parlé, avec des recherches qui abordent également pas seulement la création occidentale, mais également des créations extra-occidentales, comment elles peuvent nourrir le questionnement de la culture matérielle. Donc cet ouvrage dont j'ai parlé, si ça vous intéresse, je vous le recommande. Il a le mérite aussi d'être extrêmement clair, avec une bibliographie très complète. Et puis, le centre dont on parle plus particulièrement, c'était pour ça que j'ai préféré en parler en deuxième position, qui est le Bard Graduate Center de New York, et donc qui a été fondé, j'avais marqué la date précise, en 1993, donc absolument à cette même période où, dans le champ de la création artistique, vont apparaître toutes ces créations qui dialoguent avec donc la question de l'artisanat d'art, mais pas seulement de l'art. Donc c'est beaucoup plus ouvert au niveau de la création absolument artistique. Actuellement, au Bard Graduate Center, il y a une exposition sur justement l'ex-voto qui a ouvert très récemment et qui part, on peut dire, de l'Antiquité jusqu'à nos jours pour repenser cette dimension dans la création artistique et la mettre en relation avec des pratiques sociétales actuelles qui sont toujours très présentes et qui en montrent la dimension. Donc la culture matérielle ne délaisse pas depuis le milieu des années 90 l'approche anthropologique, mais permet une rencontre entre l'anthropologie, l'histoire de l'art et la culture matérielle. Et on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, et donc c'est vrai qu'en France c'est extrêmement peu présent, donc est-ce que ça va se développer ou pas? Ça vient, je ne suis pas du tout la seule à travailler sur ce champ disciplinaire, mais actuellement, donc ça a été notamment le rôle du Bard Graduate Center, il y a vraiment une approche de l'histoire de l'art en rencontre avec la culture matérielle. Et d'ailleurs, quand on parle de culture matérielle dans le champ de la création artistique, c'est une approche de l'histoire de l'art. Le mot n'apparaît pas, il n'apparaît pas aussi tout simplement parce qu'en Angleterre et aux États-Unis, on parle maintenant de visual studies et le terme de l'histoire de l'art, on peut plus ou moins dire qu'il est considéré comme obsolète parce qu'il renvoie à une approche traditionnelle de l'étude de la création artistique, alors que la culture matérielle, abordée dans ce sens, donc de rencontre entre anthropologie, histoire de l'art et culture matérielle, permet un renouvellement et un accueil
de toutes ces œuvres que l'on va voir, que vous connaissez, et je vais vous montrer d'autres exemples. Donc c'est un champ ouvert de questionnement important, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas non plus de conclusion véritable donc à vous proposer sur cette dimension de la culture matérielle. Donc je vais vous montrer maintenant quelques exemples que j'ai pris, des exemples que j'ai pris dans une actualité, je dirais, qui est la mienne, mais qui est aussi la vôtre, et puis une sorte de patchwork comme ça. Donc je vais vous présenter pour votre méditation, pour voir comment on peut réfléchir à ces œuvres, quelques œuvres historiques, peu, mais également des œuvres donc plus particulièrement actuelles, contemporaines. Donc je pense que vous savez qu'il y a actuellement une exposition France Ouest au centre Georges Pompidou, et donc notamment donc cet environnement de ces fauteuils qu'il a réalisés. Donc ce sont des fauteuils qui ne relèvent pas du tout de l'appropriation de l'objet ni quoi que ce soit, qui refusent absolument bien sûr de s'inscrire dans la sphère du design. J'avais eu la chance de rencontrer France Ouest à Vienne quand j'ai publié mon livre, et on avait justement parlé de sa relation à la question de la surface du design, qui est quelque chose pour lui qu'il n'appréciait pas du tout, donc des surfaces lisses, fonctionnelles, et également qu'il mettait en relation avec une exposition qu'il avait vue d'art conceptuel, d'art pop. Il m'avait parlé notamment de Kossuth. Donc il y avait notamment cette relation à la question de la surface qui pour lui était une surface qui ne témoignait pas de l'être humain, de sa dimension des affects. Et il m'avait parlé notamment, quelque chose qui est connu, de l'importance pour lui d'artistes comme Dubuffet ou encore Giacometti. Donc c'est comment il faut parler de ces œuvres. C'est pas des divans, des canapés, ni quoi que ce soit. Ça n'est pas du tout du design. Ce sont des objets qu'il réalise lui-même. Donc la structure en fait est très basique. Elle est réalisée en acier. Elle est très sommaire et elle est donc recouverte de ces tapis qui rendent hommage. Donc c'est un artiste viennois qui rend hommage bien sûr au divan de Sigmund Freud, qui est pour lui un espace. Et puis ce lieu d'accueil de Sigmund Freud dans le cadre des psychanalyses, qui est un bureau chambre, un lieu à part. Donc la culture matérielle, ce sont aussi des espaces. Ce sont des espaces, des environnements, des lieux, des chambres, des salons, tout ce qui relève aussi de l'intime, qui est donc important. Donc un hommage rendu à cette dimension-là. Et ces objets, bien évidemment, on peut, entre guillemets, les utiliser, mais le terme n'est pas juste parce qu'il renvoie à une fonction. Et pour France Ouest, ce qui est important, c'est d'en faire une expérience esthétique, bien sûr, mais aussi une expérience sociétale, politique. Ce sont des lieux de collectivité, de lieux de rassemblement qui sont offerts, qui sont absolument libres et qui viennent justement rencontrer des créations du don, du partage et de l'échange. Et c'est comme ça qu'il les considère. Donc c'est là où ça vient justement rencontrer la culture matérielle. Et donc quel terme il faudra employer pour évoquer la création de France Ouest. Donc design, non, artisanat, non, la question est donc ouverte. Alors France Ouest, par rapport à ses réalisations, donc là vous voyez davantage ces structures en acier qui sont vraiment pas du tout lisses, qui sont des structures où la surface, je dirais, est bosselée, cabossée, fragile, perturbée. Même le matériau lui-même détient cette dimension sensible, émotionnelle qui lui importe particulièrement. Et donc il a notamment réalisé, donc là c'est les titres, divan, chair, je n'invente rien, avec précisément du design textile des tissus d'autres civilisations extra-occidentales, aussi bien l'Afrique, le Japon ou l'Amérique du Sud. Et ça, c'est quelque chose également d'important. Alors différemment, au milieu des années 90, aussi le travail de Tobias Reberger, que j'avais également eu la chance de rencontrer, pour discuter de tout ça. Donc là aussi, c'est un artiste, il est absolument hors de question de considérer que son œuvre est une œuvre de design. C'est pas non plus art et design. Ce logo, on va dire, ne lui convient pas du tout. Donc ce sont des œuvres qui partent du design des années 60, qui, le réactualisent. Qui réactualise un design des années 60, mais ces objets, ces environnements
que vous voyez qui sont offerts aux spectateurs, qui sont des espaces de vie. Ce sont des œuvres qui sont faites, c'est la fabrique de l'objet du quotidien. Il refait ces objets, ça n'est pas non plus un travail d'appropriation, donc il n'y a pas, je dirais, de copier-coller par rapport à un certain design des années 60. Et là où, différemment, mais tout de même, ça vient rencontrer des interrogations de arts and crafts, c'est donc cette dimension sociale, politique, puisque le design des années 60, et notamment le contre-design italien, était un design utopiste, révolutionnaire dans sa dimension. Et ce qui intéresse Tobias Rehberger, c'est justement de réinterroger au milieu des années 90 et encore aujourd'hui des espaces de convivialité qui ne soient plus dans une croyance de l'utopie, mais qui reposent la question de ces espaces sans les utopies, comment on peut les aborder aujourd'hui. Et c'est ça donc qui les intéresse. Donc je vous montre voilà deux autres images de Tobias Rehberger avec un gros plan sur ses œuvres où vous voyez que voilà, quand on les regarde, est-ce que c'est du design ? Est-ce que c'est du design ? Est-ce que ça n'en est pas ? Donc ça n'est pas non plus la question ici. Alors de manière totalement différente, bon, je l'ai dit, hein, je fais des sauts dans le temps et dans l'espace et surtout dans les œuvres pour montrer donc les particularités. Donc le collectif Art Orienté Objet, donc qui a été fondé en 1991 avec donc les deux créateurs Marion Laval-Janté et Benoît Mangin, ont également une actualité. Donc récemment au musée de la chasse et de la nature en mai-juin 2018. Donc dans leur création, le titre l'indique, Art Orienté Objet, c'est-à-dire intéressant, le nom qu'ils ont donné à leur collectif, voilà, qui est un moyen de nommer, de chercher dans le langage une approche pour des créations qui ne peuvent pas être balisées par des termes que l'on emploie. Alors juste préciser également, quand on lit des textes, des articles, entre autres sur France Ouest, Tobias Rehberger, parfois à Orienté Objet, et les autres artistes que je vous montrais, très souvent, parce que ce sont des œuvres tridimensionnelles, on trouve le mot sculpture, c'est très fréquent. Mais en fait, le mot sculpture, à mon humble avis, est totalement obsolète, n'a absolument rien à voir avec ces créations, mais ça prouve qu'on cherche des mots. Donc voilà, quels mots vous proposez, quels mots on peut inventer, comment on peut revoir les choses. C'est également intéressant que des artistes eux-mêmes soient venus donc dans ce domaine. Donc là, je vous montre un environnement. Donc, Art Orienté Objet, dès 1991, ils ont toujours absolument revendiqué la dimension de l'art artisanal dans leur recherche, donc apporter cette dimension dans leur recherche. Là, c'est un travail à partir de recyclage, donc de réappropriation d'objets, voilà, de la sphère du quotidien, divers et variés, et donner, comme vous l'aurez constaté, une place très importante au vivant, au non-vivant, mais pour interroger des comportements de l'humain à l'égard du vivant, du non-vivant, et bien sûr de la dimension de l'animal. Donc ici, vous avez un environnement avec un canapé. Au premier plan, voilà un espace sur lequel repose donc cet animal, un cervidé. Et aussi, dans leur création, on est dans l'approche métaphorique. Donc métaphorique de l'animal, le cervidé, voilà, c'est un objet de décoration. Donc c'est aussi la dimension de la décoration, du décoratif, qui vient retrouver la question de la création artistique. Donc ça pose aussi des questions d'éthique importantes, des questions sociétales qui sont donc ouvertes donc dans leur travail. Donc une autre de leurs réalisations ici, Machine à méditer sur le sort des animaux migrateurs. Donc je l'ai dit, hein, il y a toute une dimension sociale, politique par rapport à l'animal et à l'humain. Et ce qui est intéressant dans leur création, c'est qu'on retrouve la dimension anthropologique qui est à la base également de la culture matérielle. Donc ici, un objet, une chaise qui vient de l'appropriation, on va dire un objet de design non identifié, ordinaire, banal, qui n'est pas particulièrement codifié. Il est évidemment choisi pour ça. Et puis, donc voilà, une dimension métaphorique avec des plumes d'oiseaux migrateurs qu'ils ont, récupérées donc eux-mêmes dans un lieu particulier, précis,
que j'avais marqué mais que je n'ai plus à l'esprit, oui, donc des étangs de la Dombes. Et donc ici, ça ouvre au niveau métaphorique, donc à la plume, aux oreillers, aux coussins, toute une dimension également banale, je dirais, mais également intime de la création artistique. Donc voilà un autre exemple, comment on l'aborde et quelles questions ça pose. Donc vous voyez, là je vous ai montré 3 exemples. Ce que je vous ai dit sur la culture matérielle, ça englobe tout ça. Voilà. L'avantage, je dirais, l'intérêt de la culture matérielle, c'est que c'est très englobant, très ouvert, très riche. Et je dirais c'est aussi son problème quand on travaille sur cette question-là, parce que voilà, c'est tellement ouvert et tellement vaste que ça renouvelle effectivement toute l'approche de l'histoire de l'art, mais après il faut réaliser des focales pour pouvoir étudier les choses au cas par cas. Donc l'artiste également Constance Guisset, qui a eu une exposition au Musée des Arts Décoratifs il n'y a pas longtemps, donc en fin 2017-2018. Et donc l'artiste Constance Guisset, ce que j'ai trouvé intéressant comme autre type d'exemple, c'est précisément les croisements entre ce qu'on apparente à un design, voilà, un design, une artiste designer, mais justement, ça n'est pas aussi simple parce que ça n'ouvre pas à beaucoup d'autres choses de son travail. Qui plus est, elle fait un travail de scénographie d'exposition. Il y a d'autres artistes qui travaillent sur la culture matérielle, qui réalisent des scénographies d'exposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont 2 activités parallèles ? Voilà, bien sûr, ça les aide au niveau économique, mais ce n'est pas aussi simple non plus que ça. Et la dimension de la scénographie, c'est aussi cette dimension de l'environnement, de l'espace, de l'accueil aussi d'un public dans la scénographie. Alors, dans son œuvre, ce qui est intéressant, j'ai notamment comme exemple, comme cas d'étude, comme cas de réflexion, et donc qui est intéressante, c'est qu'en fait, les lampes, par exemple, ici, qu'elle réalise, viennent rencontrer le textile, qui est tout un monde qui l'intéresse énormément. Elle connaît très bien les tissus, elle en connaît également les usages, et elle travaille sur la dimension du drapé. Et en histoire de l'art, le drapé est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont étudié cette question-là, Georges Duberman, Daniel Arras, entre autres, mais pas seulement. Et par exemple, dans la période de la Renaissance, le drapé, dans le cadre d'une représentation, par exemple, d'un portrait, eh bien, le drapé, c'était l'espace de liberté de l'artiste pour travailler la touche, où on pouvait trouver des perturbations, entre guillemets, par rapport à un style qui était revendiqué pour le portrait. Et donc, ce drapé qui a l'air anecdotique. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est Wonder Cape. Donc, c'est un vêtement, un textile. Ça donne un mouvement, c'est une cape. Donc, c'est aussi la rencontre entre le design et le textile. Et donc là, ça donne des formes particulières. Et si on emploie le terme de design, qui n'est pas faux, parce que c'est juste aussi, on passe à côté des rencontres entre différents champs de recherche, de connaissances, qu'elle connaît donc particulièrement bien. Et puis, chez elle également, mais elle n'est pas du tout seule à travailler sur la question, il y a la dimension du bijou. Donc voilà, le bijou rentre dans le champ de la création artistique. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a 1000 options. Donc, dans toutes ces approches, il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie entre des œuvres qui seraient des œuvres entre guillemets inférieures, moins importantes, des œuvres qui relèvent moins de l'art, dans un sens, on va dire, dans le high art. Donc pas de hiérarchie non plus à établir. Donc ça pose des questions. Est-ce que l'approche de la culture matérielle a raison d'abolir des hiérarchies, des distinctions, des catégories ? Est-ce que cette ouverture est trop large ou bien est-ce que cette ouverture est particulièrement enrichissante et de fait montre qu'il peut être obsolète de considérer que l'approche d'un bijou dont la forme donc reprend la lampe est tout à fait pertinente dans le champ de la création artistique. Donc ça aussi, ça n'est pas du tout spécifique à Constance Guisset. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur la question. Et là, par exemple, avec ce bijou, donc elle a travaillé avec des artisans qui ont un savoir-faire extrêmement important, auquel elle s'est elle-même initiée, donc aller vers des métiers d'art qui posent cette question.
Et vous savez qu'à la Cité de la Céramique, il y a de plus en plus d'échanges entre des artistes et des artisans d'art, mais on garde encore ces appellations, artistes, artisans d'art. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors un artiste, voilà, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc un autre cas d'étude, donc Hubert Le Gall, qui est moins, on va dire, connu dans la sphère de l'art contemporain, mais qui aujourd'hui trouve une actualité importante. Sa création se développe aussi à partir des années 90. C'est quelqu'un qui fait également des scénographies d'exposition, et jusqu'à encore pas très longtemps, il était d'ailleurs davantage connu pour le travail sur la scénographie d'exposition qu'il faisait que sur sa création artistique. Donc là, j'ai découvert, moi, sa création en mai 2018, donc dans une exposition à la galerie Pierre-Alain Chalier, qui est rue de Belleheim, dans le Marais à Paris. Donc ce qui m'a retenu mon attention, puisque je m'intéresse voilà, beaucoup à ces passerelles, à ces discussions, à ces échanges, et je le répète, c'est extrêmement riche, c'est les relations qu'il établit entre art et art décoratif depuis le milieu des années 90 jusqu'à nos jours. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les arts décoratifs, qui a une très bonne connaissance de cette dimension-là et qui a une très bonne connaissance aussi du travail des matériaux et notamment du bronze. Donc ici, bronze patiné et poli. Donc il travaille avec des gens qui ont un savoir-faire très important. Donc ici, c'est un mobilier, voilà, qui a une dimension fonctionnelle, mais qui cherche à dépasser cette dimension fonctionnelle pour interroger la valeur d'usage et la valeur d'esthétique. Voilà, donc ça c'est un positionnement très important qui existe déjà chez Marx, mais ici qui est réactualisé autrement. Donc là, il est présenté dans une galerie d'art. Est-ce qu'il devrait être dans une galerie de design? En même temps, bien sûr, la dimension fonctionnelle est donc très présente. Donc je vous montre d'autres exemples. Donc voilà, des fauteuils et puis donc un bougeoir qui est donc travaillé ici par l'artiste. Alors chez Laïx, donc c'est la question bien sûr du textile dans son œuvre qui a fait l'objet d'une exposition il n'y a pas longtemps au Musée national d'art moderne. Chez Laïx, elle est née en 1934, donc c'est une autre génération. C'est une femme. Dans ces questionnements liés à la culture matérielle, il y a également bien sûr l'interrogation sur des matériaux, des gestes liés à ces matériaux, à une culture matérielle qui serait codifiée plus ou moins féminine ou plus ou moins masculine. Donc ces questions-là sont également importantes au niveau d'un féminisme ou de questionnement de genre qui sont importants. Donc chez Laïx est américaine, elle s'installe à Paris à partir de 1964 et donc très rapidement, alors quand elle est aux États-Unis, dans les années 50, elle a suivi à Yale les cours de Annie Albers. Donc vous savez, c'est cette créatrice du Bauhaus, donc en Allemagne, qui s'est donc exilée aux États-Unis et qui en même temps a une pratique justement du textile, qui est importante. Donc chez Laïx a suivi son enseignement, a suivi ses cours. Et dans la continuité de ses cours, chez Laïx a découvert les textiles notamment du Pérou précolombien. Donc elle s'est rendue, notamment donc au Mexique, en Amérique du Sud à plusieurs occasions. Elle a vraiment travaillé donc avec des artistes qui ont cette pratique et à partir de l'expérience qu'elle en avait, du savoir-faire qu'elle en avait, elle a réalisé donc une création dont je vous montre simplement quelques exemples. Donc ici, palitos con bolas, donc bâton avec des balles, c'est tout un travail donc avec différents matériaux qu'elle assemble avec d'autres éléments. Majoritairement, il y a de la laine, de la soie et du coton, mais ce n'est pas une exclusive. Et puis après, ce sont des gestes. Donc des gestes, le geste de nouer, d'envelopper, de plier, de tordre, d'empiler. Donc tous ces gestes qui sont interrogés, puis la dimension donc ici de la couleur. Donc là, il n'y a pas de dimension fonctionnelle, il n'y a pas de valeur d'usage.
dans cette création, donc qui n'est plus dans un art du textile, un design textile, mais totalement dans une autre expérience qui bascule, en tout cas pour elle, dans le champ de la création artistique, donc à part entière. Donc voilà, je vous montre juste quelques autres réalisations de Sheila Hicks. Et puis, j'avais envie d'ouvrir une toute petite parenthèse, mais qui pourrait être ouverte davantage à la question de l'art japonais, puisque, bon, il se trouve que je travaille sur l'art japonais précisément dans la relation à l'artisanat d'art, à l'art contemporain, à la céramique également. Donc vous savez qu'au Japon, je dirais depuis toujours, eh bien, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de distinction entre la céramique raku, voilà, la pratique de ikebana, le bouquet floral. On part d'art du bouquet floral, on part d'art de la céramique. Le terme d'art est absolument employé pour toutes les pratiques de ce que nous appelons l'artisanat, avec des savoir-faire extrêmement importants. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a eu une connaissance fin 19e siècle, à l'ère Meiji, d'un moment où le Japon s'ouvre à l'Occident, donc fin 19e, début 20e? Est-ce qu'il y a eu des passerelles avec Arts and Crafts? Est-ce qu'Arts and Crafts est connu au Japon? Je ne le sais pas aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller au Japon bientôt, donc je vais m'interroger à ces questions. Et donc, dans le cadre de ces réflexions, il y a aujourd'hui des artistes qui sont exposés dans des musées, expositions d'art contemporain, qui justement reviennent sur la question de l'artisanat d'art au Japon. Donc, il y a plusieurs exemples, je vous en montre qu'un, c'est le cas de Yuken Teruya. Donc ici, ce sont des kimonos qu'il réalise lui-même, mais avec un savoir-faire artisanal qu'il connaît bien, qui est un savoir-faire et qui relève d'une culture vernaculaire. Donc dans la culture matérielle, ça pose aussi la question de la culture vernaculaire, qui est donc l'art de la teinture Bingata. Et l'art de la teinture Bingata, c'est un savoir-faire qui est donc ancestral, qui existe encore dans la ville d'Okinawa, qui est la ville en fait dans laquelle il a grandi et qu'il connaît donc particulièrement bien. Donc sans développer la teinture Bingata, c'est un art qui a réalisé à partir de pochoirs extrêmement précis, avec des motifs qui sont essentiellement des motifs d'oiseaux, de fleurs, bon voilà, qui renvoient, on va dire, à un univers shintoïste identifié. C'est un travail très savant, très complexe. Il faut environ au minimum 10 ans pour maîtriser ce savoir-faire de la teinture Bingata et réaliser les kimonos donc en connaissance, les motifs, donc les pochoirs, les pigments naturels, les tissus pour les kimonos qui sont utilisés, soit lin et coton, et qui ont une dimension symbolique en fonction des personnes, voilà, qui vivent avec ces kimonos, qui sont en même temps, et bien sûr, des objets tout à fait utilitaires. Alors, quand on regarde ce kimono de Yuken Teruya, on a véritablement l'impression de se retrouver devant un kimono d'Okinawa, voilà, contemporain, mais qui respecte parfaitement. Et en fait, dans la réalisation qu'il en a faite, il y a des perturbations que vous aurez peut-être notées par rapport aux motifs iconographiques que j'ai précisés. Donc ici, ben voilà, vous repérez des avions. Il y a des avions, il y a des parachutes. Et en fait, ça, c'est un apport de Yuken Teruya qui vient interroger la dimension politique qu'il souhaite révéler de cet art d'Okinawa, puisque Okinawa est en fait la dernière ville qui a été occupée par les Américains au Japon. C'est une ville qui a été seulement libérée par les Américains en 1972. Et donc, c'était une base militaire américaine, quelque chose qui était passé sous silence. Et donc, on retrouve, à travers l'artisanat d'art, au Japon, ça c'est très important, c'est très présent, une dimension politique aussi. Donc, vous voyez, il y a des questionnements dont on a parlé avec Arts and Crafts qui se retrouvent là et qui peuvent être intéressants aussi pour interroger le revival d'Arts and Crafts dans la création contemporaine. Donc voilà, je vous montre juste ces gros plans, ce travail. Et donc ici, c'est un kimono traditionnel
d'Okinawa. Ça n'est pas une création de Yuken Teruya. Donc vous voyez au niveau quand même chromatique et au niveau du tissu, il y a quelques variantes, mais je dirais pas plus que ça. Alors ça, c'est une étude de cas que je ne vais pas développer, c'est parce que mon actualité, c'est Romain qui m'a parlé de Mike Kelley, donc j'ai un peu re-regardé, donc il a développé cette série Of Men, je ne sais plus la date exacte à partir de laquelle il la développe, à partir de 1987. Donc là, c'est un travail avec des animaux en peluche, mais des animaux en peluche qui prennent une dimension, donc il y a une part d'appropriation des objets, mais qui prennent une dimension très inquiétante, très angoissante, donc une part d'affect importante, et en même temps, c'est un travail important, une dimension tragicomique. Et donc, dans le cadre de la culture matérielle, il y a tout le rapport aussi de l'enfance à l'objet. Quelque chose qui ne va pas de soi, qui est extrêmement complexe, qui peut être quelque chose également de violent, une dimension extrêmement chargée, importante, et qui peut également être interrogée ici. Donc je vous montre pour terminer donc cet environnement, cet espace, et donc qui est également intéressante parce que c'est la question de la peluche, du tissu, d'un objet, et ça pose également donc d'autres questions avec son œuvre, qui n'est pas un exemple historique, mais qui montre qu'il y a quand même des antécédents. Donc c'était un simple panorama que je voulais vous présenter aujourd'hui, et donc je vous remercie de votre attention.